Eh bien oui, c'est pour gagner un peu de temps sur la préparation des voyages en Chine et sur les cours de chinois à l'IEP que je vous propose ce petit résumé, cette synthèse sur l'histoire de la Chine. Une périodisation de l'histoire de la Chine que j'emprunte sans originalité à un grand monsieur de la sinologie française, Jacques Gernet, qui a écrit le Monde chinois, un best-seller constamment réédité à juste titre. J'aurai l'occasion de reparler de ce qu'il a dit concernant l'histoire de la pensée et des arts en Chine, qui me semble largement au-dessus de tous les débats un petit peu artificiels et surfaits entre Han Cheng, François Bitter et François Julien. Bon, voilà une pensée de haut vol, sereine et claire. Je lui emprunte donc les principales lignes de cette vidéo concernant l'histoire de la Chine et sa périodisation particulière. Jacques Gernet, dans Le Monde chinois, nous propose de considérer que cette histoire, au fond, s'articule autour de 4 grandes périodes. La première, par des origines des races, c'est cette période qui commence de la fin du néolithique à l'âge de bronze, au tournant du 22e siècle avant Jésus-Christ. Elle concerne les 3 dynasties archaïques, dont la plus ancienne, supposée, est une dynastie mythique, la dynastie Xia. Et les 2 autres, les Shang et les Zhou, sont des dynasties archéologiquement attestées. Les Xia, les Shang et les Zhou. Alors, la dynastie Xia, ça commence autour donc, du 23e siècle exactement avant Jésus-Christ. C'est en 2223 avant Jésus-Christ, selon certains textes, que Yu le Grand aurait fondé cette dynastie, mais elle n'est pas attestée archéologiquement, même si vous allez en Chine, vous trouverez un site fameux du nom de Arlitou, que les Chinois ont vite fait de confondre avec les restes archéologiques de la dynastie Xia, mais rien ne l'atteste. Il y a bien quelque chose à Arlitou, mais est-ce que ça correspond exactement à ce qui est dit dans l'histoire de la Chine sur la dynastie Xia? Ça rien ne permet de le dire. Voilà, cette première période de l'histoire de la Chine, elle va jusqu'en moins 400 avant Jésus-Christ environ, jusqu'à l'âge du fer fondu. C'est ce qu'on pourrait appeler la période de la Chine antique, ou la Chine ancienne. C'est la période des cités-palais qui sont des enclaves au milieu de populations non chinoises. Donc on ne peut à cette période-là évidemment pas du tout parler d'une Chine unifiée. Ce sont des systèmes nobiliaires, des rapports de vassalité fondés sur des privilèges transmis héréditairement, avec un pouvoir qui est donc relativement fragile et qui va s'effriter, qui va s'user, qui va être accaparé, grignoté par des princes lointains et dont la fidélité est parfois oublieuse, disons. Voilà, donc c'est une période qui est marquée par la confusion des pouvoirs, politiques, militaires, religieux, économiques. Et cette confusion des pouvoirs va donner à ces vassaux lointains un pouvoir énorme qui leur permettra de grignoter
d'usurper le pouvoir des suzerains. Alors, on va assister dans une deuxième période à une différenciation de ces pouvoirs, justement, afin de mieux contrôler l'autorité. Et cette différenciation des pouvoirs va conduire à la formation de ce qu'on appelle l'empire ou l'État centralisé. Donc c'est le début de la période qu'on peut appeler Chine impériale. Donc là, on a, à partir de 221 avant Jésus-Christ, donc voilà, à la toute fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la formation d'un État centralisé avec un homme très célèbre, Qing Shi Huangdi, le premier empereur, qui va uniformiser les normes, les mesures, qui va découper cet empire unifié en circonscriptions administratives, qui va nommer des magistrats spécialisés et révocables. Voilà. Donc, selon des principes qui seront mis en œuvre, on peut le dire. Jacques Gernet fait cette comparaison lui-même d'ailleurs, 2000 ans plus tard, en France, au tournant de la Révolution française. Donc, une extraordinaire modernité de cette Chine impériale dans ses principes de fonctionnement politique et administratif. La troisième période commence au tournant de l'an 1000 sous la dynastie Song, avec le déclin de la dynastie Tang, cette dynastie qui était fondée sur une aristocratie militaire décline et apparaît en même temps des manières de faire, apparaissent en même temps des manières de faire à tout point de vue, sur le plan militaire, mais aussi sur le plan administratif, économique, artistique, agricole. Des manières de faire qui sont tout à fait nouvelles et qui permettent aux historiens de dire que nous changeons d'époque. Enfin, c'est le début de ce que Jacques Gernet appelle les temps modernes, la Chine moderne. Et c'est le mot qu'il emploie. Alors c'est une Chine marquée, pour ne donner que quelques exemples, par la diffusion du livre xylographié, par les progrès de la riziculture, la mise en valeur de voies navigables, les voies navigables du Yangtze-Jiang, très important pour cet empire des Song qui est très différent de la dynastie Tang qu'il vient remplacer, à laquelle il succède. C'est un empire commerçant, l'empire des Song. Voilà, donc c'est le début de la Chine moderne, avec des remous. Vous savez qu'il y aura une dynastie mongole à laquelle les Chinois vont reprendre le pouvoir, c'est la dynastie Ming, puis les Mandchous prendront enfin le pouvoir, une dynastie étrangère à nouveau, non Han. Quand on parle des Chinois en Chine, on parle essentiellement des Han. Vous savez que c'est une ethnie qui compose 92% de la population chinoise. Mais voilà, il y a eu des éclipses du pouvoir Han dans l'histoire de la Chine. Et bien dans cette période moderne, les Mongols et les Mandchous en sont des exemples. Ce pouvoir mandchou va décliner à la fin du XVIIIe siècle et surtout au milieu du XIXe siècle,
dans cette quatrième et dernière période qu'on peut considérer comme étant la période de la Chine contemporaine, qui est marquée par un déclin, on peut même dire une quasi-mort et une résurrection de la Chine. Donc cette Chine contemporaine, c'est le phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. Quelque part entre 1842, c'est la date des traités inégaux, Puping Deng Xiaoyue, les traités inégaux après la guerre de l'opium, avec les canonnières anglaises qui forcent l'entrée des ports chinois. Et cette rencontre tragique avec l'Occident et le Japon aussi va consommer le déclin de la Chine, un écroulement qui sera symboliquement acté par la fin de la dernière dynastie, la dynastie Qing, et la destitution de Puyi en 1912, après quoi des tumultes du XXe siècle profiteront, vous le savez, à Mao Zedong, bon, que tout le monde connaît évidemment, et l'arrivée du régime communiste en 1949, et le retour progressif de la Chine, à ce moment-là pays du tiers-monde, qui siège avec tous les autres pays à la conférence de Bandung dans les années 50, et qui revient aujourd'hui au rang des premières puissances mondiales, si ce n'est au premier rang, puisque l'OMS a constaté il y a 2 ans que désormais la Chine était la première puissance économique, non seulement en termes de richesse produite, ce qu'elle était déjà depuis plusieurs années, je crois depuis 2011, mais aussi en parité de pouvoir d'achat, ce qui est tout à fait nouveau. Voilà donc le retour d'une Chine au premier rang des puissances, ce qu'elle était d'ailleurs jusqu'au XVIIIe siècle, avant cette rencontre tragique avec l'Occident, qui est vraiment le début donc de cette dernière période qu'on appelle l'histoire de la Chine contemporaine. Voilà pour cette petite présentation des 4 périodes de l'histoire de la Chine selon Jacques Gernet, et cet ouvrage merveilleux que je vous recommande absolument de lire, qui est un indispensable pour tous les étudiants qui passent le bac, ou a fortiori qui sont à Sciences Po et qui étudient le chinois, Le Monde chinois de Jacques Gernet.